Bonsoir. Le 16 avril 2018, Emmanuel Tonga, président régional du Social Democratic Front pour la région du Centre, tirait la sonnette d'alarme. Le week-end dernier, c'est le National Executive Committee réuni à Bamenda qui en a fait une exigence, à savoir le respect scrupuleux de l'article 96 alinéa 4 de la loi portant code électoral. Il dit ceci: tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public. Au regard de la liste des bureaux de vote publiée par Elections Cameroun le 16 juillet dernier, il y aura des bureaux de vote pour ce qui est de la seule ville de Yaoundé, dans le commissariat central numéro 1, dans les états-majors des sapeurs-pompiers, de la marine, de l'armée de terre, aussi et surtout à la présidence de la République. Et tout dit, caserne militaire, silence, on vote. C'est le fait du jour, madame, monsieur. Et tout dit, caserne militaire, silence en vote. Pour en parler, je suis avec Philippe Nanga. Bonsoir. Bonsoir, salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. C'est toujours un plaisir d'être là avec les journalistes pour discuter, explorer, échanger sur l'actualité. En ce moment, c'est l'actualité électorale. Donc voilà, c'est toujours un plaisir pour moi. Voilà, vous êtes le coordonnateur national, l'ONG Un Monde Avenir, c'est bien ça? Bien sûr, l'ONG Un Monde Avenir, qui est une organisation de la société civile, oui, qui étend ses activités sur deux axes, qui sont la démocratie et les droits de l'homme. Et donc, l'élection fait partie de nos activités prioritaires en ce moment, oui, où nous nous apprêtons d'ailleurs à déployer un peu plus d'1 millier d'observateurs électoraux lors de la prochaine élection présidentielle. Du 7 octobre. À côté de vous, Charles Kacharel Ngafonga, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinos Télévision. Vous êtes journaliste, c'est bien ça? Ah, c'est vrai que j'ai d'autres casquettes, mais celle sous laquelle je suis invité ici ce soir est bien celle de journaliste. Ok. Également sur ce plateau, Abel Elimbilobe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique? Bon, peut-être que c'est comme ça. Conseiller municipal. Voilà, je suis d'abord conseiller municipal. Oui. C'est vrai que dans le combat que nous menons tous, vous-même et beaucoup d'autres Camerounais, notamment les partis politiques de l'opposition, les associations de la société civile qui travaillent sur les élections, nous avons mis un peu l'accent sur une connaissance du code électoral au point que les gens pensent que je suis un analyste politique. Mais je suis un acteur politique. Je vais aux élections, j'irai aux élections en 2019. Sur la bannière de quel parti? Les partis ne manquent pas. Vous savez. Vous n'avez pas encore opéré un choix? Non, non, ce n'est pas pressé. Vous savez que le trafic des investitures est né. Nous avons, à l'occasion de ces élections présidentielles, vu une nouvelle dérive qui est apparue, qui est le trafic des investitures. Vous n'êtes pas militant d'un parti et à la veille des élections, vous allez là-bas, on ne sait pas moyennant quoi, on vous investit. Mais c'est ce que la loi dit, hein? Non, la loi pour éviter la loi ne dit pas que... Il faut être investi par un parti politique. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Il oui, est vrai qu'elle ne dit pas que vous devez forcément être son militant. Oui. Mais lorsque la loi dit que vous devez être investi, elle dit aussi que si vous n'êtes pas militant, vous êtes donc candidat indépendant. Ce qui suppose que les gens doivent s'assumer. Ils ne militent pas dans les partis politiques, hein, comme je vois M. Cabral Libi ou M. Akere Mouna, qui sont là depuis. Les partis existent depuis. Ils n'ont pas daigné militer. Jusqu'au jour où ils ont eu envie de devenir des candidats, je les attendais de s'assumer comme candidats indépendants, parce qu'ils ne militent pas. Maintenant, ils ne sont pas candidats indépendants. Subrepticement, ils sont devenus des militants. On ne sait pas très bien moyennant quoi. Et je me demande si après le 7 octobre, ils vont leur continuer à militer dans le parti Univers, l'autre dans le parti FPD. Okay. Donc, comme il y a le trafic des investitures, ne soyez pas étonnés
que maintenant les partis commencent à investir, même aux élections locales, des gens qui ne sont pas leurs militants, au seul motif qu'il y a déjà une jurisprudence. Voilà comment l'opposition fait pour elle-même dégrader son image. Parce que quand je regarde en face, je ne vois pas le RDPC à aucun moment, ni au scrutin présidentiel, ni au scrutin municipal législatif, qui a un seul jour investi quelqu'un qui n'est pas son militant. Il faut donc que nous fassions attention. C'est comme ça que donc là, c'est la faute à l'opposition elle-même. Ce sont les fautes de l'opposition que je lui reproche. Là, on ne voit pas une main du pouvoir. Pourquoi? Qu'est-ce que le pouvoir est parti faire dans le parti FPD pour demander à ce parti? Parce qu'on voit toujours la main du pouvoir. Mais il y a nos responsabilités. Ça énerve beaucoup de gens que j'évoque souvent nos responsabilités. Mais nous savons tous que nous avons notre part de responsabilité et qu'il est temps que nous regardions un peu dans notre propre Ok, vous l'avez si bien dit, je disais, l'article 96 alinéa 4 de la loi portant code électoral, tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public. Tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public. Il nous a rejoint sur ce plateau. Lui, c'est Charles Elisan. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Voilà. Analyste politique, très proche du RDPC. Hein. Non, pas analyste politique. Vous êtes... Je ne suis pas très proche du RDPC, je suis du RDPC. Vous êtes du RDPC. Oui. Voilà. Bon, je reviens à vous, Abel Elimiloé. La présidente de la République est-elle un lieu ouvert au public? D'abord, la présidente de la République est un lieu public. Ce n'est pas un lieu privé. C'est un lieu public, c'est l'État qui a construit ça, c'est un édifice public, c'est un endroit, c'est un service public, la présidence. Les commissariats de police, les casernes sont des lieux publics. En plus de ça, ils sont ouverts au public. Dans toutes les casernes militaires, les gens peuvent entrer. C'est donc... Mais pourquoi le SDF en fait une fixation? Il a raison d'être mécontent. Il a raison d'être mécontent. Pourquoi? Parce que s'il est vrai que ce sont des lieux publics et que ce sont des lieux qui sont ouverts au public, ils ne sont pas ouverts au public au même titre que les lycées et collèges qu'on réquisitionne pour faire les élections. Ils sont difficilement accessibles au public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les casernes militaires, y compris la présidence, les commissariats de police, se trouvent dans des territoires des communes. Les listes électorales sont tenues dans les communes. Ce sont des documents qui sont tenus dans l'antenne communale d'Elections Cameroun. Et l'article 96 que vous venez de citer, dans son alinéa premier, il est dit que le directeur général des élections fixe pour chaque commune, pas pour les casernes, pas pour la présidence, pas pour les commissariats. Nous sommes à l'alinéa 4. Il fixe pour chaque commune, alinéa premier, la liste des bureaux de vote. Oui. Donc, le directeur général des élections... qui pose problème. Le directeur général des élections est dans son droit. Mais comme je lui ai gardé ce passage de la Bible, que je souhaite qu'il... Au directeur général des élections? Oui, au directeur général des élections. Je lui ai gardé ce passage de la Bible, où l'apôtre Paul, parlant aux chrétiens de Corinthe, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26. Ça s'applique à lui. Parce que la loi lui donne la liberté de créer les bureaux de vote partout où le lieu choisi est public. Ah, vous êtes à la linéa 1. Mais l'apôtre Paul lui dit que toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, monsieur Soussé, mais toutes choses ne bâtissent pas. Donc, c'est une chose que la loi lui donne le pouvoir et la liberté et le droit de créer les bureaux de vote, même dans Elections Cameroun, dans les locaux d'Elections Cameroun, il peut créer un bureau de vote là-dedans, parce que c'est un lieu public et c'est accessible au public. Mais la Bible dit que tout ce que tu es libre de faire n'est pas bon. Nous sommes dans une construction. Nous voulons bâtir. Et j'estime qu'au moment où nous faisons ces élections, nous avons trop de problèmes. La guerre au sud, ouest, au nord-ouest,
au nord, le pays qui se fragmente, les gens qui se déchaînent, les ceci et les cela. Est-ce que M. Essoussé et la direction générale des élections manquent des lycées, des collèges, des privés, publics? Il y a 20 000 lycées au Cameroun, 20 000. Je n'ai pas encore compté les établissements privés d'enseignement secondaire. Je n'ai pas compté les écoles primaires. Donc il aurait dû éviter les casernes. En 2011, Elecam était déjà là et Elecam a organisé les élections. Il y avait 24 000 bureaux de vote. 24 579 bureaux de vote. Il y a 20 000 lycées. Je n'ai pas compté les salles de classe que ces lycées ont. Il y a donc près de 40 000 salles de classe dans les écoles primaires, les lycées, les collèges, y compris privés. Si je vais au privé, on peut avoir même 60 000 salles de classe. Qu'est-ce qui explique que Elections Cameroun fasse un choix qui va déchaîner les passions, les querelles? Est-ce que nous, on est condamnés d'avoir des élections qui sont toujours des élections querellées? Contestées. Pourquoi on nous condamne à être un peuple qui n'a d'unité dans aucune matière? Pourquoi on est comme ça? La présidence de la République, il n'y a pas une commune qu'on appelle la présidence. Les listes et la présidence se trouvent dans une commune. Oui, Yaoundé premier. C'est Yaoundé premier? Oui. Ok. Les listes électorales sont celles de Yaoundé premier. Et les habitants de Yaoundé premier s'inscrivent et on les répartit dans les bureaux de vote qui se trouvent à Yaoundé premier. À concurrence d'au maximum 500 électeurs par bureau de vote. Oui. Qui habite à la présidence? La présidentielle a 3 bureaux de vote. Qui habite là-dedans? Il y a 3 bureaux de vote à la présidence. Il n'y a que le chef de l'État et sa famille qui habitent. Le président va aller voter à votre chose. Donc il ne vote pas à la présidence. Du tout. Bon, lui-même il ne vote pas à la présidence. Tous ceux qui vont voter dans les bureaux de vote de la présidence n'habitent pas à la présidence. Ils viendront des quartiers où il y a des lycées, où il y a des collèges. Donc où on peut les domicilier dans des bureaux de vote qui ne font l'objet d'aucune querelle. Il y a le lycée de Mbaladé non loin. Pourquoi c'est à la présidence qu'on va prendre des gens qui habitent au quartier pour qu'ils viennent voter et qu'on prenne le président lui-même, il ne vote pas à la présidence, il part voter dehors. Ceux qui vont quitter leur quartier pour venir voter dans la présidence, ils ont quoi de particulier pour qu'on domicilie? Est-ce qu'en France, M. Essoussé, on vote à l'Élysée? Oui. Aux États-Unis, je vous ai rien demandé. Moi, j'ai répondu. J'ai dit Non, oui. oui. Laissez M. Libye. Laissez M. Libye. Aux États-Unis, À la Maison on Blanche, ne on vote vote. pas à la Maison vote à la Maison Blanche. Blanche. Ça, c'est ce que vous savez. Moi, je n'ai jamais vu un Je pays vous américain. informe donc on vote Vous à la Maison Blanche. Oui, n'avez vous avez- aucune qualité et vous parlez de façon péremptoire. Ça fait 15 minutes que vous parlez, donc vous avez tous Monsieur les Libye, Monsieur Libye. Chutez, on va passer. C'est le propre du Cameroun. Les gens viennent à la télévision À commencer. et ils n'apportent aucun document qui prouve le contraire. Bon, À l'Élysée, apportez un document. il n'y a Non, aucun bureau de vote à l'Élysée en France et le président de la France vote ailleurs. On le montre tous les jours en train de voter ailleurs. Paul Biya vote ailleurs. Moi, vote à la maison, on l'a étudié. Si donc Paul Biya, On n'a jamais voté à l'étudier avant, sauf si aujourd'hui on nous dévoile une vérité qu'on ne savait pas. On va y aller. mais vous savez que vous y arriverez. Pourquoi vous Monsieur perturbez la police de l'élection? Je termine donc Philippe en Nanga. disant que Oui, je rapidement. termine donc en disant que le souci qui doit habiter les acteurs qui organisent les élections, c'est premièrement de nous donner des élections dont ils ne seront pas tenus responsables des querelles qui peuvent en découler. J'ai vu la première génération des membres d'Elections Cameroun se battre pour crédibiliser Elections Cameroun, qui est né dans la douleur, dans la contestation. Pourquoi on veut nous faire des marches en arrière maintenant dans une élection qui part déjà avec beaucoup de problèmes? Ok. Philippe Nanga, ma question demeure. Est-ce que le palais d'Etoudi, il faut l'appeler ainsi, est accessible? C'est un lieu public accessible? Cette question ne se pose pas. Monsieur Limbi l'a dit, c'est un lieu qui n'est pas accessible.
il m'est déjà arrivé quand on dit accessible, on sait ce que ça veut dire. En tout cas, pour ceux qui travaillent dans le champ social. Donc, j'ai déjà eu à aller déposer, comme nous faisons des déclarations et autres à la présidence. Ce n'est pas aussi simple d'y entrer. Donc, et même, est-ce que c'est ouvert au public, comme le dit la loi? Théoriquement, oui. Mais, comme dit Elimbi, l'accessibilité, on analyse la capacité d'accès. Vous ne pouvez pas aller comme vous allez à un commissariat, vous entrez, voilà. Donc la faute, donc, comme dit Elimbi Lobé, la faute à M. Essoussé. Non, je crois que je me pose Il pouvait choisir autre lieu. Je me pose une question. Est-ce que l'équipe de M. Essoussé n'a pas trahi quelque chose qui existait déjà et dont l'opinion n'avait pas d'information? Je suis quand même mal à l'aise de penser que M. Essoussé, qui connaît très bien les processus électoraux, ait choisi délibérément cette année de créer des bureaux de vote dans ces lieux-là. Je suis mal à l'aise d'y croire. D'abord parce que je ne suis pas sûr, nous sommes en train d'investiguer, mais jusqu'ici, il ne nous revient pas qu'il y ait eu des inscriptions. Vous savez que quand vous vous inscrivez, vous êtes rattaché automatiquement à un centre de vote. Je ne suis pas, jusqu'ici, nous n'avons pas encore trouvé une personne inscrite dans ce centre de vote-là, la présidence, tout ce qu'on a. Donc, je ne sais pas d'où viendront les électeurs qui iront voter dans ces lieux-là, hein, ces nouveaux centres de vote. Donc, c'est pour ça que je dis, peut-être que une information qui existait, mais qui n'était pas connue de l'opinion, est maintenant dans la place publique et aux hommes politiques, à nos autres observateurs, d'analyser cette situation. Peut-être que là, on nous dévoile que, voilà, jusqu'ici, on nous disait 24 700 quelque chose de bureaux, mais en réalité, il y avait d'autres bureaux qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas comptabilisés du public, mais qui existaient. Et donc, par erreur, ces bureaux sont aujourd'hui dévoilés. Et voilà la situation qu'on décrit peut-être depuis plusieurs années, qui consiste, et moi je l'ai souvent décrié, le seul fait, parce qu'une élection, la base d'une transparence électorale passe par la maîtrise du fichier électoral. Vous savez, il y a eu des élections qui ont été bloquées dans des pays parce que les acteurs, l'ensemble des acteurs ne maîtrisent pas le fichier électoral. Au Sénégal, ils ont dû faire un audit du fichier électoral pour se mettre d'accord, dépouiller. Donc, c'est la base. Or, j'ai toujours décrié le fait que les politiciens, donc les formations, les instruments de formation, ils ne se battent pas pour maîtriser le fichier électoral. C'est la base. Quand vous ne maîtrisez pas le fichier électoral, vous avez une élection comment? Vous savez qu'il y a combien de personnes, effectivement, c'est les qui? Ils votent où exactement? Donc ça là, c'est un problème. Et il peut s'avérer que les années antérieures, les gens ont voté là où on décrit aujourd'hui que ça doit faire des bureaux de vote. 2013, hein. Nous n'étions pas simplement informés. Oui, 2013, il y a eu des votes dans la garde présidentielle à Mélène. Oui, à la garde présidentielle, mais pas à la présidence. Oui. Mais pas à la présidence, on l'avait décrit d'ailleurs, mais pas à la présidence. Oui. Donc cette fois, on nous dévoile que ça va être fait aussi à la présidence et dans certaines casernes. Dans tous les cas, c'est un problème. À mon avis, nous avons déjà fait une sortie là-dessus. D'ailleurs, nous avons déjà interpellé les responsables de l'élection de Cameroun là-dessus. Donc, parce que nous travaillons quand même à prévenir les violences pré- et post-électorales. Et nous craignons que, comme dit M. Elimbi, il ne faut pas qu'on attise davantage le feu qui existe déjà. Parce que notre pays, nous savons très bien que nous sommes en situation délicate sur le plan social et que c'est pas l'élection est un moment extrêmement délicat qui est un moment soit de construction de la solidarité nationale, soit un moment de déchirure nationale. Et si les gens sont là en train d'attiser la flamme pour que le Cameroun s'embrase davantage, je pense, comme l'a dit M. Elimbi, ces personnes seront portées pour responsables de ce qui va se passer. L'histoire, on ne la dévoie pas. Ok. Charles Cacharel, connaissant la loi, est-ce qu'on assiste là à une violation délibérée de la loi? Mais je pense qu'Elimbi Lobela s'est bien dit. Il n'y a pas de manière délibérée. Non, je dis très bien. Il n'y a pas de violation de la loi dans ce contexte. Si on s'en tient au code électoral et aux dispositions qui donnent le pouvoir au président de l'élection Cameroun, au directeur de l'élection Cameroun, de créer des bureaux de vote. On peut y aller dans ce sens. C'est bien pour cette raison. C'est bien pour cette raison que Elimbi Lobé. La ligne 4 est claire. Non, c'est bien pour cette raison qu'Elimbi Lobé est allé jusqu'à convoquer la Bible. Mais moi, je dirais ici que convoquer la Bible peut amener les Camerounais à croire
que le salut peut également venir de cette Bible-là. J'ai envie de lui dire ici que Eric Essoussé est également ancien des Bibles, il connaît très bien la Bible. Même ceux qui nous gèrent aujourd'hui au pays, vous savez très bien que le chef de l'État a été béni, son épouse, ses enfants étaient bénis par le pape. Mais ceux-là, ils connaissent très bien la Bible, ils la maîtrisent. Mais ils veulent systématiquement tout ce qui est écrit dans la Bible. Donc, convaincu que la Bible peut être une paresse, et moi je refuserai. C'est le sentiment que les Camerounais ont, c'est l'attendement des Camerounais de ce qui s'est fait. C'est la prise en compte des intérêts. Est-ce que les Camerounais apprécient, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils apprécient le fait qu'un bureau de vote soit logé à la présidence de la République? C'est la question qu'il faut se poser. Mais si c'est questionner les dispositions légales, on va dire oui, il est dans son droit, il pouvait le faire. Mais maintenant, on dit très bien que la loi est faite, quand la loi elle est là, mais cette loi est mise en œuvre par des hommes. Et quand on veut donc la mettre en œuvre, il faut donc appliquer la loi avec humanisme. Si on tient donc en compte les attentes des Camerounais, est-ce qu'il serait intéressant, important d'aller loger les bureaux de vote à la présidence de la République? Maintenant, je dirais ceci, il y a 3 bureaux de vote à la présidence de la République. Est-ce que c'est le fait d'avoir logé 3 bureaux de vote à la présidence de la République, un bureau de vote comptant à peu près 500 non, au maximum 1500 personnes pourront voter là-bas dedans. Est-ce que c'est ces 1500 personnes qui vont voter et dont les votes seront, on le suppose acquis au président de la République? Ça peut toujours être le cas. Est-ce que c'est cela qui va véritablement entacher la sincérité des élections? Moi, j'ai envie de croire qu'il y a des problèmes profonds à poser ici à ce conseil des élections, mais pas faire une fixation sur ce que je connais comme un épiphénomène. Le fait qu'on ait logé 3 bureaux de vote à la présidence de la République. Non, je dis dans les casernes. Pas seulement. Dans les casernes, c'est pas nouveau. Nous le savions déjà. Charles, je vous prends le cas 2013. La GP de Mélène, il y avait 8 bureaux de vote. Cadre présidentiel à Mélène. Le RDPC a eu 2346 voix contre 108 pour l'opposition. J'y arrive. Le camp IA, 6 bureaux de vote. RDPC, 1708 voix pour et 219 pour l'opposition. Voilà. Ok, donc le problème qui se pose donc, en fait... Pour dire que ce n'est pas acquis. Non, je dis donc que par le passé, il y a des bureaux de vote dans les casernes. On a dénoncé, mais rien n'a changé. Donc, en fait, ce qui pose problème, ce n'est pas fondamentalement le fait que ces bureaux de vote soient logés là-bas, c'est ce qui se passe dans ces bureaux de vote. C'est cela qu'il faut dénoncer. Est-ce que les scrutateurs des partis politiques ont la latitude, la possibilité d'aller contrôler le vote dans ces bureaux? Est-ce que les résultats qui en sortent, les procès-verbaux... C'est pourquoi je continue de demander, est-ce que la présidence de la République est un lieu accessible? Donc, il n'est pas, on a dit qu'il n'est pas accessible. Voilà. On dit donc avant de loger un bureau de vote, il faut tenir compte des attentes. La loi est là, mais il faut l'appliquer avec humanisme. Il faut donc tenir compte des attentes des citoyens. Comment est-ce que les citoyens appréhendent l'application de cette loi-là? Donc, une fois qu'on a posé ce problème, je dis, on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Il y a des problèmes qui se posent comme ces élections. Il faut attaquer ces problèmes dans le fond, mais pas simplement, je ne veux pas dire passer 30 minutes, 1 heure à parler simplement du fait qu'on ait logé 3 bureaux de vote à la présidence de la République. Pas seulement. Charles-Élie. Oui. Vous dites que c'est normal qu'on vote à la présidence. Vous trouvez que c'est normal? Je veux d'abord dire que la présidence de la République, qu'elle soit au Cameroun ou ailleurs, est un lieu public. Accessible maintenant, aussi? Maintenant, ce qui concerne les élections, un centre de vote, un bureau de vote qui est dans un centre de vote doit avoir 2 qualités. La première qualité, il doit être un lieu public. Et le centre de vote doit avoir une accessibilité au public. La troisième chose que je veux dire aussi aux gens, c'est que dans les casernes militaires, à la présidence de la République, il y a plus d'inscrits civils que des militaires pour les casernes. Je prends l'exemple de la base 101 à Douala, la base aérienne. Il y a plus d'inscrits civils que militaires. Mais Libye Loubet, tout à l'heure, vous avez relevé qu'il y a des établissements où on peut inscrire ces personnes-là. Je suis d'abord dans le droit positif de ce qui est, de la constatation de ce qui se passe sur le terrain. Je voudrais donc dire que le fait qu'il y ait un bureau de vote à la présidence de la République n'est pas en soi un problème. Il n'y a pas de problème. Le fait que le président de la République, lui, aille voter à l'école publique de Bastos, c'est parce qu'on rattache l'électeur au domicile. Et la présidence de la République n'est pas le domicile de Paul Biya.
Le domicile de Paul Biya est en concession à Bastos. Ah. C'est pour ça. Oui, c'est son domicile. Non, mais attends. Laissez-moi terminer, monsieur Nanga. Non, il faut Je pas peux continuer. Est-ce que je peux continuer? Mais il est en construction dans Parlez les pays plus, pour couronner. Le dit bien. Non, Parce qu'il a toujours voté à Bastos. Justement, c'est son domicile. Donc il a toujours. Quand vous vous inscrivez, il est en construction. Le domicile en construction. Ce qu'on doit apprendre aux Camerounais, c'est quand on s'inscrit sur les listes électorales, on vous rattache au bureau de vote ou au centre de vote. Ce domicile par rapport à votre domicile. Depuis quand? Par rapport à votre domicile. Le président Biya, si vous avez voté à habitable depuis quand? Maintenant, si Paul Biya estime, dans sa réponse qu'il a donnée à l'agent qu'il a inscrit, qu'il habite Bastos, c'est le choix de Biya. Maintenant, me demander que Biya cause depuis quand, ça c'est les... Je ne vais pas ce genre de détails, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais oui, parce que parce que votre réponse, c'est Jalin. Ça n'intrigue pas, puisque Paul Biya vote à l'école publique de Bastos. Et moi, je comprends qu'il vote à l'école publique de Bastos parce qu'il a un domicile à Bastos. Ce domicile La présidence en 2011. Paul Biya nous apprend le droit. Paul Biya n'habite pas la présidence de la République et tout. C'est pas le chez lui. Soyons sérieux. Il habite là-bas la présidence. C'est pas le chez lui. Il est locataire de la présidence de la République. Ah bon? Oui, il est locataire. Nous lui donnons un bail. Monsieur Nanga, laissez-moi continuer. Il n'a aucun domicile actuellement là où vous citez. Aucune maison habitable là-bas. Ce n'est pas besoin Mais d'habiter. ne racontez pas n'importe quoi. Ok. Si elle met un chantier quelque part, ne dites pas que c'est là-bas qu'il habite. Vous avez Il faut terminé. être sérieux. Vous avez terminé. Vous dites cette année au Camerounais que le président de la République du Cameroun n'habite pas la présidence. Et on doit vous laisser passer ça. C'est fini. Philippe Nanga. C'est bon. Non mais il ne faut pas mentir devant la Philippe Nanga. Philippe Nanga, merci. Est-ce que c'est bon? Le président de la République n'habite pas la présidence de la République. Emmanuel Macron n'habite pas l'Élysée. Ni Édouard Philippe Matignon. C'est pas leur domicile. Il faut qu'on soit clair. Parce que j'ai l'impression qu'on vient à la télé, parce qu'on veut répondre aux gens, parce qu'on veut raconter n'importe quoi. Je veux aussi dire ici aux gens que dimanche passé, à l'élection présidentielle au Mali, il y avait un bureau de vote à la présidence malienne, où l'ancien président Boyaï est allé en tant qu'observateur. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit à une élection où on sait que 80% des élections présidentielles en Afrique causent toujours les conflits pré- et post-électoraux. Et qu'on en soit à vouloir animer, à verser de l'huile sur le feu, tant du côté de l'ECAM que de nous les acteurs politiques. Moi, je pense plutôt que ce que je voudrais demander aux gens de l'ECAM, c'est est-ce que tous les scrutateurs des candidats en liste auront accès librement de se mouvoir à la présidence comme ils veulent? C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que c'est accessible? Le 17 octobre étant donc un jour spécial, qui n'est pas un jour ouvrable comme tous les jours, il faudrait donc que des dispositions particulières soient prises pour que ceux qui veulent entrer à la présidence pour voter, si le nom sont inscrits sur les électorales, qu'ils aient accès facilement, que les sénateurs fassent leur travail tranquillement. Et que dites-vous à ceux qui viennent assister au dépouillement? C'est un lieu public. La présidence, ils pourront entrer. Il suffit de se faire identifier. Et vous avez accès. Vous parlez de quel président? Est-ce qu'on s'est fait identifier pour aller voter, pour entrer? Vous parlez de la présidente du Cameroun, Charles-Élise? Écoutons-nous très bien. Écoutons-nous très bien. Même dans un bureau de vote... Dans un centre de vote. Laissez-moi parler. Même dans un bureau de vote qui est situé dans un centre de vote, quand vous avez accès, vous pouvez entrer dans le centre de vote. Oui. Maintenant, pour avoir accès dans le déploiement, dans la salle, vous devez vous faire identifier. Non, non. Dans le déploiement, non. Non. C'est ouvert au déploiement, non. Ah ben, je souhaite que les sbroufs et les vantardises que peuvent générer le fanatisme politique ne nous induisent pas en erreur. On n'apprend rien de personne ici. Parce que quand les gens veulent faire comme s'ils ont une autorité à dire que je vous dis, il ne s'agit pas de nous dire. Le texte dit que peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune les citoyens camerounais jouissant du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine ou résident effectivement dans la dite commune depuis au moins 6 mois. Il n'y a que ce monsieur seul qui sait que Paul Biya ne réside pas au palais. Vous allez la voir. Lisez votre phrase, c'est en français. Non, je ne le lis pas. Non, c'est pas vu que je parle. Il réside à Etoudi. Non. Il vote à Etoudi, à la commune d'Etoudi. Bon. Paul Biya. Son domicile, c'est pas la présidence de la République. Je le répète. Vous avez parlé, moi je ne pas son domicile. Si vous voulez qu'on joue à ce jeu, on le joue. Allons-y. On n'est pas plus fanatique. Allons-y. Non, c'est pas fanatique. Allons-y. Il n'y a que ce monsieur au Cameroun qui sait que le président de la République ne réside pas
au palais de l'unité. Il n'est pas propriétaire du palais de l'unité. On ne vous parle pas du propriétaire. Non. On parle du domicile d'origine. Je suis désolé. Si Paul Biya ne veut pas être parce qu'il n'habite pas et tout dit. Le débat, ne nous expliquez pas pourquoi il C'est vous qui ne comprenez pas vos textes. Non, vous n'avez aucune qualité pour nous expliquer. Vous avez quelle qualité? Vous avez quelle qualité? Voilà, je n'ai pas de qualité. Je m'en refais à la présidence. On vous écoute. La présidence leur appartient. Abel Libi habite à la présidence. Abel Libi. Les gens qui habitent la présidence, je vous informe. Il y a le personnel de la présidence qui habite la présidence. Le président passe et le personnel reste. Le sous-préfet deuxième a trouvé du personnel. Il va partir, il va trouver le même personnel. L'autre viendra trouver le même personnel. Ils habitent là. Je vous informe, vous ne savez pas. Que le président n'habite pas au palais. Non, il a passé. Non, vous ne saviez pas. Vous n'avez pas la parole. Vous ne saviez pas. Chacun peut considérer que le soleil ne brille même pas, pourvu que cela soit vrai. La loi dit, voici la loi, le code électoral, article 46. Peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune les citoyens camerounais jouissant du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine. Domicile d'origine. Où résident effectivement. La commune, le palais de l'unité se trouve dans une commune. Il n'est pas le domicile d'origine de Biya. Le palais de l'unité se trouve dans une commune. Vous allez me rejoindre. Tous ceux qui sont électeurs dans cette commune-là, y compris donc le président de la République, qui réside dans cette commune. Si pour vous, il ne réside pas au palais de l'unité, est-ce que le palais de l'unité, c'est la commune? Si pour vous, il ne réside pas au palais de l'unité, eh bien, pour les autres Camerounais, il réside au palais de l'unité. Monsieur Limbi, quel est le domicile d'origine? Et le palais de l'unité, moi je ne connais pas son domicile d'origine. C'est vous qui le connaissez. Moi je sais là où il réside. Le palais de l'unité n'est pas son domicile d'origine. Vous êtes en train de m'empêcher. Bon, excusez-moi. Bon, allez-y, Libi. Quand vous parlez, moi je vous ai laissé dire vos choses. Ok. Laissez-moi aussi dire les miennes. Allez-y. La loi dit que il faut être domicilié là ou résident. Et tous les Camerounais, sauf un, celui-ci, savent que le président Biya réside au palais de l'unité. Et pourquoi Biya vote? Le palais de l'unité se trouve dans une commune. Cette commune, vous avez dit que c'est quelle commune? Voilà. Le président a donc le loisir. Il est inscrit dans la commune de Yaoundé 1er. Et il peut être attaché à un centre de vote qui est l'école de Bastos. Oui, justement. Il peut aussi être attaché à un centre de vote qui peut être la présidence de la République. Tout à fait. La question c'est pourquoi a-t-on créé un centre de vote à la présidence de la République? Et on nous amène dans des débats inutiles. Non, c'est vous. La question c'est pourquoi crée-t-on un centre de vote avec 3 bureaux de vote au palais de l'unité? Et puis, on nous apprend que le résident dans ce palais, c'est une seule personne, c'est-à-dire M. Paul Biya, son épouse et ses enfants qui résident dans le palais de l'unité. Non. Les autres personnes qui sont attachées aux 3 bureaux de vote, aucune d'elles ne réside au palais de l'unité. Elles sont toutes des résidents ou des domiciliés de la commune de Douala de Yaoundé 1er. À cet effet, cette commune a des centres de vote qui sont dans des lycées et ailleurs. On apprend d'ailleurs que le président lui-même vote dans un centre qui n'est pas là-dedans à la présidence. Pour qui a-t-on donc fait ces bureaux de vote? Non, il y a le personnel de la garde présidentielle qui ceinture le palais des Le personnel de la garde présidentielle qui ceinture le palais de l'unité. J'apprends, c'est ici que j'apprends qu'il réside dans le palais. Il réside dans le palais. Oui. Non, c'est pas à vous que j'ai posé. Non, ils sont à l'extérieur. Ils sont autour. Vous voyez, c'est l'eau est rouge. Oui, mais elle n'est pas rouge. Le palais, c'est un ensemble. Quand on dit palais, la garde présidentielle, nous savons où elle se trouve. Elle ne se trouve pas dans le palais. Non. Première chose. Deuxième chose. La garde présidentielle, c'est une caserne. C'est une caserne. Direction de la sécurité présidentielle. C'est une caserne. Si on crée des bureaux de vote dans des casernes,
On pouvait donc créer des bureaux de vote dans cette caserne-là, qui n'est pas la présidence de la République. C'est donc des espèces d'acrobatie auxquelles nous assistons. Pourquoi on crée des casernes au génie militaire, ici à Douala, ou bien à la Légion, à la, etc., dans les brigades de gendarmerie? J'apprends même que maintenant on va créer des casernes dans les commissariats de police. On va créer des bureaux de vote dans les commissariats de police. Pourquoi ne pas créer donc une caserne, un bureau de vote ou un centre de vote dans la caserne qui abrite la garde présidentielle? On s'en va prendre des gens qui ne vivent pas à la présidence de la République, qui n'ont pas de résidence là, qui résident dans la commune de Yaoundé 1er et qui peuvent être domiciliés dans des lycées, dans des collèges où il y a des bureaux de vote accessibles à tout le monde. J'apprends ici que pour entrer à la présidence de la République, il faut présenter une carte. Quand j'entre au lycée Jos, je ne présente de carte à personne. J'entre, je viens voter. C'est dans le bureau de vote que je dois présenter ma carte d'électeur et ma carte nationale d'identité pour me faire identifier. Deuxième chose, le principe du dépouillement. Voilà, il est public. Le principe du dépouillement, il est clairement défini. Chacun ne dépouille pas comme il veut. Et on ne va pas dépouiller le jour de ce vote-là comme on veut, à la présidence. Voilà, on revient dans le dépouillement. J'y suis. Oui, rapidement donc. J'y suis. Le scrutin, tout électeur régulièrement inscrit, bon, ok. Nul. L'électeur, après avoir fait constater, alors où est-ce qu'on, voilà, dépouillement du scrutin. Ok, nous y sommes. Aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin, le président de la commission locale de vote annonce la clôture. Aucun électeur arrivé après le prononcé de la clôture ne peut être admis à voter. Cependant, les électeurs, etc., à l'article 109, le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture effective du scrutin, en présence des électeurs qui en manifestent le désir, dans la mesure où la salle peut les contenir, sans gêne pour le déroulement des opérations. Donc, la loi dit que c'est en présence des électeurs. Oui. Ça suppose deux choses. Soit les gens sont venus voter et ils restent là, oui, à attendre le dépouillement, soit ils rentrent chez eux et reviennent au moment du dépouillement, voilà, pour assister. D'où la question centrale. Est-ce que c'est accessible à la présidence de la République? C'est pour cela que le législateur, oui, a d'abord commencé par dire que le bureau de vote doit être dans un lieu public. C'est-à-dire que personne ne doit pouvoir vous empêcher d'y entrer. Ouvert au public. Ensuite, il doit, s'il n'est pas dans un lieu public et que c'est dans un lieu privé réquisitionné, il doit être ouvert. C'est le cas du collège Affaires Sacrées, oui, des écoles privées qui ne sont pas des lieux publics, mais qu'on réquisitionne et qui sont donc ouverts au public ce jour-là. Voilà. La présidence de la République, avec ses exigences sécuritaires, etc., qui en temps normal est difficilement accessible, même comme c'est un lieu public, les conditions d'accès dans la présidence de la République ne sont pas les mêmes que les conditions d'accès au lycée Jos, au lycée Leclerc. Okay, on vous a Ce jour-là, on va avoir des gens qui sont entrés, qui vont revenir. Va-t-on les laisser entrer? Ceux qui sont restés dans la présidence de la République pour attendre le dépouillement, que va-t-on en faire? On vous a compris avec les un centre de vote là-bas. On vous a compris avec Charles Kacharel. Est-ce que cela dénote, cache une fraude massive? Est-ce que cela cache une fraude massive? Moi, j'ai dit d'emblée ici que le débat ne tournait pas autour de l'opportunité de créer un centre de vote à la présidence de la République ou dans les casernes. Le problème qui s'est posé, c'était la régularité des élections organisées, aussi bien dans les casernes que dans un centre de vote logé au palais d'Etoudi. Mais et donc, quand on fait le tour du palais, quand on suit les uns et les autres, et quand on tient compte des antécédents du passé, des élections qui ont été organisées par le passé, où il y avait des centres de vote logés dans les casernes, on est en droit de dire que la plupart des élections sont toujours entachées de beaucoup d'irrégularités. Oui. Donc aujourd'hui, à partir du moment où c'est le cas, il y a une dénonciation. Est-ce que les dirigeants de l'ECAM
pourraient donc revenir sur leurs décisions. Si ce n'est pas le cas, comment s'organiser? La liste a été publiée le 16 juin. Comment s'organiser pour faire que ce qu'on a souvent vécu dans les casernes ne se reproduise plus? Comment faire pour que les élections qui sont organisées dans les casernes puissent être des élections sincères? On en est là. Donc on pose de véritables problèmes. Comme on a dit ici, est-ce que les scrutateurs, est-ce que le public aura la latitude de rentrer au palais après 18 ans, de revenir également assister au dépouillement? Là est toute la question. Et ici, si on s'en tient aux élections passées, on a envie de dire que ce sera extrêmement difficile, à moins qu'il y ait des gens qui puissent nous prouver le contraire. Mais faire des débats sur est-ce qu'il fallait qu'à présent la République, moi je dis... Oui, Charles-Élie, vous croyez que c'est faisable au soir du 7 octobre que ceux-là qui ont participé au vote? Je ne suis pas partisan des procès en sorcellerie. Oui. Je ne vais pas... qu'on attend de voir. Je ne vais pas prévoir ce qui va se passer en octobre. Oui, moi, qu'on attend de voir, tout simplement. Et je dis, en tant que Camerounais qui ne veut pas qu'il y ait des troubles lors de cette élection, je voudrais juste que ceux qui organisent l'élection me rassurent que ce lieu, que ce soit les casernes ou la présidence, auront un accès facile à tout le monde. C'est tout. Maintenant, la deuxième chose que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que les messages passent. Et le président de la République nous donne un message. À partir du moment où on dit ici tous qu'ils ne votent pas dans le centre de vote, un des centres de vote de la présidence de la République, tout dit, ça veut tout dire. C'est pour faire comprendre au Camerounais qu'il n'y est pas propriétaire. Et qu'il, lui, il a préféré être rattaché à son domicile d'origine. Bon, maintenant, ça, on passe dessus. La deuxième chose, c'est que ouvrir un centre, des centres de vote est tout dit, pour qu'on suive d'autres, c'est pour faire croire au Camerounais que non, on a créé des centres de vote pour faire bourrer les urnes. Non. Il y a du personnel. Non, il faut bien qu'on l'explique cela. Il y a du personnel administratif, militaire et civil qui habite la présidence. Je vous ai lu les stats de 2015. Les patrons passent seulement. Voter dans les casernes n'est pas synonyme de 100%. Tout à fait. Et puis même, il faut qu'on sache comprendre que le camp il y a où est logé. Oui. Où sont logés tous les éléments de la garde présidentielle. Il y a un détachement de la garde présidentielle vers la présidence de la République pour la protection du chef d'État et des emblèmes de la République et qui vivent avec leur famille à la présidence. Et quand on dit la présidence, ce n'est pas forcément le palais envers qu'on voit là. C'est tout un camp. Non, c'est le palais qu'on appelle présidence. C'est pas la barrière, c'est pas même pas la barrière parce qu'il y a quand même. Monsieur Manga, quand vous arrivez à laissez-moi finir. Oui, mais il ne faut pas dire des énormités en même temps aussi qu'on vous laisse dire ça. Parce qu'il y a quand même un encadrement du palais qui n'est pas le palais. Quand on dit le palais des Toudi, ce n'est pas seulement le local. Non, non, pas. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a des gens qui logent, qui habitent là-bas. Le président de la République n'est que de passage. Moi, je le dis, nous souhaitons juste que les scrutateurs des différents candidats en liste y aient accès facilement et que le grand public qui va assister au déploiement y ait accès. Le reste, c'est de la divagation. Philippe Namba, quelques secondes, parce qu'on va aller au journal. Est-ce que c'est synonyme voter dans les casernes? Vous y voyez une fraude massive? J'ai participé aux réunions de concertation et les partis politiques, société civile en 2012. Et ce problème avait été posé, soulevé, parce qu'en 2011, il y a eu des soucis là-dessus. Et il me souvient que les responsables de l'ECAM d'alors avaient pris des engagements pour que ça ne se reproduise plus. Quand vous voyez le SDF interpeller l'ECAM, c'est parce qu'il y a eu cet engagement des responsables de l'ECAM de ne pas reproduire ce qu'on avait estimé être des erreurs de Ils sont réapparus le 16 juillet. Voilà, donc je pense que M. Essoussé doit se rappeler de ça et doit prendre en compte, n'est-ce pas, les demandes du public et il doit arrêter, parce que je considère à un moment donné que c'est de la provocation. Vous savez très bien dans quel contexte on est. C'est vous qui pensez que ça. Oui, mais c'est de la provocation parce que non, je peux vous garantir une chose. Vous êtes une association. Vous savez, allez observer les élections. En tant qu'association citoyenne, je peux vous garantir, oui, l'ONG Monde Avenir et d'autres organisations, nous avons déjà interpellé et les camps sur ces faits. En 2013, il y a eu des fraudes dans les casernes. Non, je vous parle de 2011. Je vous parle de 2011. Je vous dis qu'il y a eu des rencontres avec les camps pour ces responsables. Non, je vous dis qu'il y a déjà eu des soucis en 2011. Est-ce qu'ils sont pleins? Ben oui, les scrutateurs sont pleins. Pas les scrutateurs, il n'y avait même pas de scrutateurs justement. Merci, cher monsieur, merci, cher monsieur. Cédric Loufelet, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Voilà l'essentiel du journal de 20h en 2 ou 3 escales.
Bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous reviendrons sur les circonstances de la libération de certains otages en Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, là-bas où ces actes se multiplient. Mais cette fois-ci, le BIR a mis en déroute des preneurs d'otages qui réclament régulièrement des rançons aux nombreuses familles désespérées dans la région de la Damawa. Et ce soir, nous évoquerons la vie d'un parti politique qui est au bord de l'implosion, le PADEC de Jean de Dieu Momo. Après son soutien à la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle, certains hauts cadres du PADEC ont décidé de claquer la porte, dénonçant un choix politique qu'ils jugent égoïste et unilatéral de la part du président de ce parti politique, Jean de Dieu Momo. Vous les écouterez au journal de 20h. Également, un grand reportage est prévu ce soir sur Nanga et Boko, dans le département de la Haute-Sanaga, une localité qui est en proie à de nombreuses difficultés, notamment des coupures intempestives d'électricité, mais aussi le difficile accès aux soins de santé. Pourtant, les populations ne désespèrent pas de voir Nanga et Boko se développer durant les prochaines années. Ce sera certainement un axe important pour les candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Serge Alain. Voilà, dans un instant, le journal de 20h de Cédric Nouffelé. Et juste après, je vais retrouver les invités pour le débrief. Tout de suite, une petite pause. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos invités. Boya et Kema marche sur une courte distance. Aujourd'hui, à l'issue de la marche patriotique organisée par le maire de Boya, il y a un certain nombre d'annonces fortes qui ont été faites. Il a parlé de la libération des chefs traditionnels qui étaient encore détenus par les combattants sécessionnistes, mais aussi et surtout le non catégorique à la conférence générale des anglophones. Pour lui, elle ne se tiendra pas à Boya. Et il dit exactement ceci: nous connaissons le rôle de l'Église depuis le début de cette crise, mais il est très provoquant d'entendre le cardinal Toumi parler au nom des évêques, parler de Boya. À qui a-t-il consulté? Et Kema Patrice Essoué. Je commence par vous, Charles Elisan. La réaction du maire de Boya suite à l'initiative du cardinal Toumi, comment vous la comprenez? Je peux prendre ça sur trois prismes. Oui. Il y a d'abord le regard du catholique que je suis, ayant fait l'école Maria Goretti et le collège Toll. Une initiative venant du chef de l'église catholique au Cameroun, peut-être le plus haut gradé, le cardinal Christian Toumi. On a envie de croire que, je dis bien le catholique que je suis, a envie de croire que il a des bonnes intentions et qu'on va aller tous vers la recherche de la paix, qui est le socle même de l'église. Maintenant, il y a le regard du citoyen. Là, il s'agit du patron de l'exécutif communal qui s'est exprimé. Il s'agit aussi d'un enfant du terroir qui s'est exprimé. Je pense que... Il dit qu'il n'a pas été consulté. Voilà. Est-ce que c'est ça le problème? C'est ça le problème? Bon, ça c'est ça. Il dit, non, il a dit qu'il n'a pas été consulté. Et là aussi dit qu'il connaît le rôle trouble que l'Église a joué. Depuis le début de la crise. Et que c'est aujourd'hui que l'Église veut éteindre le feu. Ça, ce sont ses paroles à lui. Mais je voudrais aussi lui faire comprendre que c'est justement ça, l'un des problèmes primaires qu'on a eu dans l'escalade de la violence dans le nord et le sud-ouest. C'est le choix de l'interlocuteur. C'est parce qu'on veut toujours choisir avec qui causer, on veut toujours choisir avec qui parler, discuter. C'est pour ça que ça mène les extrémismes. Je voudrais demander au maire, par exemple, s'il m'écoute. Vous voulez parler du gouvernement qui disait le gouvernement avec qui il va discuter? Oui, je vous ai toujours dit, à chaque fois que j'ai été invité depuis 2 ans dans les plateaux télé ou radio, il disait qu'il y a ceux de mes camarades qui avaient la posture de l'homme du gouvernement, qui allait en zone anglophone pour régler le problème, qui avaient des attitudes qui n'enrichissaient pas le dialogue, qui n'enrichissaient pas la paix. Et d'autre côté, vous avez aussi ceux qui venaient avec des dessins inavoués, avec des ambitions cachées, qui voulaient choisir avec qui causer. Voilà. Mais maintenant, pour finir, il y a maintenant l'homme politique que je suis, qui estime que le maire a ses raisons, il faut l'écouter, et je pense que le cardinal Christian Toumi ne peut pas organiser ce dialogue-là à Boya si le maire n'est pas d'accord. Donc, la voie ouverte pour que les deux en parlent et pour que tous les chefs s'asseyent. Si eux d'abord, les leaders d'opinion ne s'entendent pas, cette conférence elle voit l'échec. Philippe Nanga.
Il a eu tort de ne pas passer par le maire, Cardinal Toumi? Non, il ne va pas passer par le maire. C'est quand même le premier magistrat de la ville. Hein. Non, mais ça ne concerne pas la ville de Buea. Ça se tient à Buea. Oui, mais ça ne concerne pas la ville de Buea. Mais ça se tient à Buea. Mais ça, c'est autre chose. La ville a un patron. Il n'a pas été ignoré, de toutes les façons. Mais en temps de Patrick Ekema Issounga, c'est comme si... Non, mais c'est un projet qui a été annoncé. Il n'y a pas eu des gens qui sont arrivés à Buea pour tenir une rencontre sans que le maire soit avisé. C'est un projet et qui prend corps. Donc, et vous savez qu'il y a des préalables et tout. Donc, le maire n'a pas commencé à distance, avant même qu'on ne vienne le rencontrer, commencer à dire ça va pas se passer chez lui. Vous voyez que c'est déjà une très mauvaise posture. Et moi, je dis, je me réjouis qu'un militant du parti au pouvoir ait au moins le courage et puis l'honnêteté de reconnaître que ce monsieur pose problème depuis le début de cette crise. Oui, mais oui, vous n'avez pas dit ça, mais vous l'avez quand même interpellé, qui revoit sa position. Ce monsieur a des positions, il fait partie des gens qui enveniment, qui pourrissent cette situation depuis le début de la crise. Il a commencé par dire qu'il n'y avait rien de bon quand ça a commencé. Moi, je l'ai écouté. Il était parmi les premières personnes à Buea qui estimaient que non, c'est rien, c'est des petits groupes de gens. Il les connaît, ça va aller. Et toutes les fois, ça s'est aggravé. Et il est toujours dans sa position. Il n'a pas bougé du tout. Toujours en train de banaliser. Non, c'est rien, ça va. Il tient la situation alors que ça ne marche pas. Hier, il avait dit qu'il n'y aura pas ville morte. Il y a eu ville morte. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné qu'il réalise que cette situation n'est pas celle qu'il imagine. À moins que, comme je le soupçonne depuis le début, qu'il soit parmi les gens rattachés au gouvernement qui, en réalité, tiennent les cordes pour que cette affaire pourrisse. Ils ont certainement des choses à tirer dans cette crise-là. Oui, mais bien sûr, parce qu'il y a toujours des choses à tirer d'une crise. Oui, mais puisque quand on analyse les postures des gens qui sont dans le sens, n'est-ce pas, de verser de l'huile à chaque fois, on ne peut pas comprendre que quand le cardinal... Non, mais c'est pas possible que le cardinal... Non, quand le cardinal prend sur lui, je pense que la société civile a proposé plusieurs initiatives. Et ces initiatives, nous avons toujours sollicité une personne, un médiateur. Et nous savons qu'aujourd'hui, le cardinal, c'est quand même une personnalité... Une référence pour la société. Qu'on peut considérer comme indépendante et puis... capable de conduire une médiation de ce genre-là. Et moi, nous l'avons rencontré, donc un groupe de le Conseil international du monde d'Avignon, on a eu près de 3 heures de discussion avec le cardinal sur cette question-là. Il maîtrise le sujet. Il vous raconte depuis 61, comment ça s'est... Non, il dit la situation de la crise anglophone, le problème qui est posé depuis 61, il connaît, il a vécu, étant là-bas, étant lui-même anglophone, il connaît l'histoire, il connaît les personnes, il connaît les hommes. Donc je pense que, et puis, c'est pas en fait lui qui devait, il y a un autre anglophone, bien connu également, voilà, qui est aussi connu pour sa probité, donc qui devait animer. Donc je pense que, il avait au moins sa caution morale. Qui devait animer, donc ce sera plus faisable. Non, mais qui doit animer. Oui. Bon, on continue d'espérer, vous savez, nous on sent venir les choses. Hein. Je me souviens la première fois qu'on m'a invité cette histoire, quand on avait brutalisé les avocats, il n'y avait encore rien. J'ai dit sur un plateau, cette affaire-là, la façon dont on a brutalisé les avocats, ça risque de s'aggraver. Et ça fait 2 ans. Donc je voudrais simplement dire qu'il faut faire attention. Il y a des personnalités au sein du gouvernement qui ont des postures qui ne sont pas de nature à conduire un dialogue. Et je pense que ça, là, nous sommes dans un environnement... Seulement du côté du gouvernement? C'est là son droit. Oui, mais... Vous savez très bien que tout a commencé... Est-ce que les extrémistes ne sont pas des deux côtés? Les extrémistes sont nés à partir de quand? Il faut analyser la situation, monsieur. Ils existent quand même. Mais non. Ils existent quand même. Non, mais attendez. Je ne serai jamais d'accord avec vous. Ça s'est développé. Attendez, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on est parti d'une situation créée par le gouvernement. Non. Comment ça s'est passé? Je pense qu'il faut revenir sur l'histoire. On a eu affaire des avocats. Non, je rappelle. Je rappelle à ce monsieur. Cher monsieur, dans le communiqué. Dans le communiqué des ministres du culte, communiqué à l'issue. Non, je voudrais rappeler. À l'issue de la rencontre du 25 juillet dernier, on demande aux 2 parties de déposer les armes. Mais c'est le feu. Mais c'est un préalable. C'est un préalable. C'est un préalable. Oui. Non, je voudrais simplement qu'on se rappelle la genèse. C'est des avocats qui, sans armes, sans matériaux, sans matériel, se sont retrouvés dans l'espace public pour exprimer, n'est-ce pas, leurs problèmes pacifiquement, qui ont été brutalisés,
qui ont été arrêtés, qui ont été enfermés. Pour le monsieur qui est là, qui refuse de comprendre que la brutalité a commencé, est venue d'ailleurs. Et la suite, ça a été avec les étudiants, après ça a été avec les enseignants, et c'est comme ça que l'extrémisme est né. Il faut pouvoir le dire. On est d'accord. Aujourd'hui, je pense que le préalable, ce n'est pas parce que le préalable, Charles, je vous en prie, vous n'êtes pas insulté, vous êtes un monsieur. Non, que je mens. Non, bon, je vous retire la parole tous les deux. Allez-y. Est-ce que Charles Cacharel, est-ce que le ministre, le maire de Buea aurait mieux fait de se taire, d'attendre que de faire cette sortie-là, dire qu'il est contre la tenue du... Je pense que sur cette question, beaucoup de Camerounais ont leurs opinions. Oui. Il y en a pas qui n'ont pas le courage de les exprimer. Le maire de Buea a eu le courage de s'exprimer. Il en est contre. Il y a beaucoup de Camerounais qui en sont également contre, qui n'ont pas le courage du maire. Contre l'initiative du cardinal Toumi. Je vais revenir à cette initiative-là. Moi, je dirais ici que toute initiative qui peut être prise et d'où qu'elle vienne, pour le problème anglophone est la bienvenue. Je crois le ministre Roman l'a dit également. Nous le souhaitons tous. Mais maintenant, la personne de cardinal Toumi, on a présenté comme étant quelqu'un qui serait accepté par tout le monde. Moi, je ne veux pas contester cela. Mais je m'en tiens ici à la cible, aux personnes qui seraient concernées parce qu'il appelle ce congrès ou ce troisième All-African, All-Anglophone Congrès. Conférence générale des anglophones. Voyez-vous, c'est une grand-messe qui va concerner les anglophones. Oui. Vous voyez très bien qu'il y a de l'exclusion. C'est un peu comme s'il y a deux camps antagonistes qui s'opposent. Il y a des francophones d'un côté et les anglophones de l'autre. C'est qu'on oppose les deux camps. Donc, exclusivement, les anglophones qui seraient donc concernés. Et cela nous pousse également à nous interroger s'il n'est pas dans une logique de travestir l'histoire. Non, il laisse penser. Il laisse donc penser. Que le communiqué des 4 minutes. Non, je dis très bien, on parle des anglophones. La conférence va se terminer par le choix des représentants des anglophones au grand dialogue national. On y arrive, mais pour le moment, si cette conférence, et c'est bien clair, si cette conférence est une solution, si cette conférence est une solution à la résorption de la crise anglophone, moi je dis donc que c'est mal pensé. Aujourd'hui, c'est un problème global, on veut une solution globale, on peut commencer par des petites solutions. Puisque le gouvernement a toujours dit, je vais dialoguer avec qui? Je crois que le cardinal... Non, on n'en est pas là. On peut dialoguer. Oui. Je dis très bien qu'au départ, donner l'impression. Et ça dit qu'après cela, on va également organiser une autre conférence où on va associer... Non, pas cela. Le débat national, le dialogue national inclusif. Je dis donc, si on a des personnes qui vont représenter les anglophones, comme vous le dites, cela veut dire qu'on va organiser d'autres assises pour avoir des personnes qui vont nous représenter les francophones. Parce que c'est un problème global, il faudra une solution globale. Oui. Et de l'autre côté, on aura dans le gouvernement pour avoir une tripartite. Je dis donc que la solution qui est posée par le cardinal, elle est bonne, elle est la bienvenue, mais sauf que les personnes qui sont convoquées pour cela, pour assister, sont mal choisies. Et également, on peut bien donner l'impression qu'il y en a qui sont responsables de la situation et qu'il y en a d'autres qui subissent. Alors que depuis longtemps, la société civile, les partis politiques ont appelé tous les Camerounais à s'asseoir autour d'une table pour une solution globale. Nous, on pense qu'ils vont segmenter la crise. C'est-à-dire que c'est une crise qui concerne que les anglophones et ils vont trouver une solution, j'ai envie de dire, faire un saupoudrage. Ce qui n'est pas acceptable. Pas que c'est malsain, mais nous pensons que le problème est très mal posé. Et là, on a l'impression qu'on est en train de traverser l'histoire, qu'on veut donner l'impression que le Cameroun a commencé en 1961. Et qui va donc assister à cette grand-messe? On parle, il y a des élites anglophones. Oui. Mais ces élites anglophones font également partie du problème. Donc il faut vraiment poser le véritable problème. Donc vous voulez que ces élites soient exclues? Non, je ne demande pas qu'on puisse exclure, mais vous allez exclure d'autres Camerounais parce qu'ils sont francophones, et vous allez associer des personnes qui, si on remonte à l'histoire, font également partie du problème. Donc, non. Il faut qu'on s'assied sur une table, mais je dis, il ne faut pas commencer à exclure certains Camerounais autour de cette table-là. Il faut donc associer tous les Camerounais. Ok. Oui, Abel Ibeloué, vous voyez une exclusion des francophones dans la conférence générale des anglophones? Je vais être sincère avec vous. Je n'aime pas ce que le cardinal Toumi est en train de faire. Pourquoi? Je suis pour que les gens respectent
les institutions et que chacun reste à sa place. On a longtemps demandé sa médiation. Je ne sais pas qui l'a demandé et quelle était la qualité de ceux qui demandent. J'ai peur que la culture de l'informel qui s'est développée dans le pays, que ce soit sur le plan social, économique, ne gangrène le champ politique et que les gens pensent que aussi dans le champ politique, on peut se mettre à faire de l'informel. La All Anglophone Conference, la conférence générale des anglophones, institution au Cameroun. Ça a été une réunion à un certain moment de l'histoire. Que les gens aient le comportement qui veuille faire croire qu'il y a une telle institution est pernicieux. La deuxième chose, c'est que le pays est dans une phase où nous devons renouveler les représentants de notre pays, en commençant par la présidence de la République, et l'année prochaine, on va devoir renouveler les représentants du peuple. Il me paraît assez curieux qu'au moment où ce processus est enclenché, des gens organisent des processus parallèles de désignation des représentants. Il s'agit de désigner... Parce que les Camerounais continuent de tomber. Il s'agit de désigner les représentants du peuple anglophone. Oui. Bon. Je ne sais pas si dans notre pays, les représentants du peuple se catégorisent par le clivage que la colonisation a installé dans le pays. Parce que si à un moment donné, il doit y avoir des représentants de la communauté anglophone qui ne sont pas les députés de la nation, c'est qu'il faudra avoir à côté des députés de la nation anglophone des représentants du peuple francophone qui ne seront pas plus des députés. Donc nous sommes dans c'est pour une cause, c'est pour le dialogue national inclusif dans le monde. Serge Alain, premièrement, du point de vue institutionnel, personne ne vous a parlé d'un dialogue organisé. Vous savez, c'est ce qui est demandé depuis. Qui demande ça? Le peuple meurtri. Il a parlé à travers qui? Le peuple le demande. La souveraineté nationale, article 2 de la Constitution de notre pays. Oui. J'invite toujours les gens à rester. Vous savez, quand il y a tourmente dans un pays... Les députés l'ont demandé, il y a des députés qui l'ont demandé. Pardon. Oui, peut-être, mais laissez que je termine. Quand il y a la tourmente dans un pays, on ne s'en tient pas au bon sens des uns et des autres. On s'en tient au texte. Sinon, ils ne servent à rien. Ils servent à nous guider en toutes circonstances. Qui avait demandé la tripartite? Je suis en train de... Qui a demandé la tripartite, mais vous voyez donc que justement, le président de la République, dans un discours que j'ai ici, qu'il a fait en février, c'est lui qui a demandé la tripartite. La tripartite. Oui. Le peuple, le peuple demandait quoi? S'il te plaît, les opposants. Le peuple demandait quoi? La conférence nationale. Oui. Et il a demandé la tripartite. Oui. Il n'a pas demandé, il a imposé la tripartite. Non, je ne sais pas. Bon, c'est lui le chef de l'État. Oui, voilà. Vous savez, moi je ne sais pas s'il demande aux gens, mais quand il y a une situation de crise, il prend des initiatives. Voilà. Et il a dit, s'il te plaît, il a dit quel était l'ordre du jour de la tripartite, sauf si vous voulez que je vous lise son discours. Non, et les gens arrivés à la tripartite sont passés à autre chose. Pour la tripartite. Aujourd'hui non, c'est vous qui m'avez amené. Moi, je vous parlais de la Constitution et vous m'avez amené ailleurs. Mais je reviens à la Constitution. Vous respectez la Constitution? Il faut. C'est un impératif catégorique. Mais vous ne respectez pas. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement. Pas par le Hall Conférence anglophone. Mais le Parlement, il y a des membres du Parlement qui ont s'il te plaît. Le Parlement a sa majorité. S'il te plaît. S'il te plaît. Allez-y. Ne nous perdons pas. Allez-y donc. Je sais qu'il y a des voix dans notre pays qui demandent un dialogue. Certains disent qu'il est inclusif. Oui. Puis ils ne veulent pas des sécessionnistes d'État. Pour le moment, ceux par qui la souveraineté nationale s'exerce n'ont pas demandé de dialogue. Ça peut être mauvais. Peut-être qu'il faut les condamner. Peut-être qu'il faut faire pression sur eux. Mais pour le moment, le chef de l'État ne vous a pas dit qu'il organise un dialogue.
l'Assemblée nationale n'a pris aucun acte. L'Assemblée nationale n'a pas 36 000 manières de délibérer. Elle délibère par des lois. Elle n'a aucun autre moyen de délibérer autrement. Elle ne fait pas une lettre. Elle n'écrit pas une circulaire. Et l'Assemblée nationale du Cameroun n'a pris aucun acte visant à organiser un dialogue. Donc, ça reste des demandes, ça reste des vœux pieux, ça reste des intentions. De là à organiser une réunion dans laquelle on va choisir des représentants du peuple anglophone, alors que le principe de la représentation est constitutionnel et il est national. Il n'y a pas de représentants des peuples selon les langues coloniales qu'ils parlent. Il y a une représentation de la nation. L'article sur l'Assemblée nationale que j'ai ici devant moi, oui. L'article 15 est clair. Oui. Chaque député représente l'ensemble de la nation. Vous oubliez l'histoire. S'il vous plaît. Je parle à la tripartite, il n'y avait pas de représentants de peuple. Oui, mais il y avait des acteurs. Ils étaient choisis sur quelle base? Celui qui a convoqué la tripartite. Oui. Celui qui a convoqué la tripartite. La convocation de la tripartite, elle est ici. Oui, mais il a demandé une rencontre entre le gouvernement, le parti au pouvoir et les partis d'opposition. Oui. Il n'y a rien là-dedans qui incarne le peuple. C'était tout. C'était tout. Il n'y avait pas la société civile. Et alors? Mais ils étaient bon, ok. Supposons que ce soit une omission. Qui représente le peuple? Ah, mais. Non, vous, à la tripartite, qui représentez le peuple? Non, mais attendez, on vous a donné la parole, on vous l'a retiré quand vous avez fini. 30 secondes, on va passer à autre chose. Je veux dire que j'ai comme l'impression qu'au Cameroun, chacun se lève, il dit qu'il représente le peuple. Le peuple a ses modes de représentation. Et ceux qui vont être désignés dans cette conférence sont désignés dans un cadre informel. Et demain ou après-demain, n'importe quel autre anglophone pourra se lever pour récuser ces gens-là. Parce qu'ils ont été désignés dans une organisation qui n'a rien. Et c'est pour cela que M. Ekema s'oppose. Il n'est pas le seul. Au sud-ouest, de nombreux leaders d'opinion au sud-ouest, des chefs coutumiers, etc., s'opposent à l'organisation de cette réunion. Donc moi je ne suis pas. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui brille n'est pas or. Ok, on vous a compris. Attention. Voilà. Il ne faut pas que dans un pays, chacun s'élève, crée son organisation et dit que les gens qui vont être désignés on vous a compris. Vont représenter les anglophones dans le grand débat. Alors que personne ne leur a dit qu'il y aura un grand débat. On vous a compris. Et qu'est-ce qu'on fait des députés anglophones? Ok, monsieur, on vous a compris. On vous a compris. Qui vous a dit qu'ils ne seront pas écoutés? Ils n'ont pas été écoutés. Ils ne sont même plus écoutés. Le cardinal Toumi lui-même a déjà été écouté. Bien sûr. Par qui? Merci. On va passer au troisième thème. Maître Jean de Dieu Momo choisit Biya, alors que certains de ses militants ont décidé de quitter le navire. Réaction rapide. En train de sortir. Non. Moi, ce que je constate dans ce cinéma, c'est que c'est un cinéma. Oui, c'est un cinéma. Quand Maître Jean de Dieu Momo a décidé de soutenir le candidat Biya, le parti aujourd'hui qui accueille ses cadres a tiré sur lui à boulet rouge. Oui. Je me rends compte que le petit parti, micro-parti, dont M. Momo était le président, aujourd'hui... Le président, il est toujours. Oui, dont M. Momo est le président. Aujourd'hui, le parti qui tirait sur M. Momo disant qu'il est un faux parti, un petit parti, accueille en grande pompe ses cadres. Donc, comme l'a dit M. Denis aujourd'hui en termes de propos, c'est qu'on est dans un micmac. Vous avez fait pareil à Makwa Tokombere, non? Non, on a accueilli les militants d'un parti. Oui. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est une personne, une voix. Oui. Donc, il ne sert à rien de faire un folklore médiatique en président de section OJ dans un parti, alors qu'il a 18 000 militants derrière lui. Donc, c'est un peu ça. Donc, je préfère prendre 15 militants d'un parti qui ont 15 cas d'électeurs que de prendre 2 régionaux, 2 départementaux d'un parti qui ne représentent que eux-mêmes. Ok.
Moi, je dirais que Kasserine? Ces militants qui ont eu le courage, il faut le louer, hein. Je crois que c'était tout à fait légitime. On a un parti sur la base d'un programme, sur la base d'une idéologie. Si à un moment vous vous rendez compte que les responsables de ce parti-là font à l'encontre de ce qui avait été décidé, vous avez le droit de quitter le navire. C'est ce qu'ils ont fait. Mais également, j'ai vu qu'il y a un petit, ce que peut considérer comme un folklore, c'est-à-dire il était légitime pour eux de partir, mais annoncer en grande pomme comme qu'il le parlait pour le MRC, ça peut donner l'impression, c'est-à-dire ça peut un peu noyer les raisons fondamentales qui ont bien pu les pousser à partir. On peut laisser poser la question de savoir si ils le font parce qu'aujourd'hui, l'idéologie qui les avait amenés au PADEC a été traversée, ou encore ils le font peut-être parce que ils ont reçu la main tendue du MRC. Avec les Milebey, ces militants reprochent l'égoïsme des gens de Dumont. Après ce qui s'est passé le 20 juillet à Yaoundé. Le drame que vit ce parti, c'est un énième drame. Beaucoup d'autres formations politiques vivent des secousses de cette nature. Doit amener les électeurs du changement, ceux qui ont envie de voir un nouvel ordre politique dans ce pays, à savoir de façon définitive que l'opposition est gangrénée. Elle est très malade. Et ce sont nos maladies qui nous font perdre les élections. Paul Biya ne gagne pas parce qu'il gouverne bien. La malgouvernance dans ce pays a atteint des niveaux tels qu'elle n'a pas besoin d'être prouvée. Les gens la vivent. Mais Paul Biya gagne les élections. Peut-être qu'il risque encore de gagner ces élections. À cause des comportements initiés par des partis politiques, des leaders politiques, qui ne comprennent pas ou qui refusent de comprendre. Et certains cadres parlent des ambitions personnelles, de l'égoïsme, qui refusent de comprendre en raison de leurs intérêts personnels que notre lutte est une lutte pour une cause commune. J'ai gardé comme vous m'avez prévenu que vous allez en parler, j'ai gardé à nos militants, ceux de l'opposition, la vraie. C'est laquelle? La vraie. Cette parole de la Bible, où l'apôtre Paul, au 1er siècle, parlait déjà de ce genre de choses à l'intérieur du christianisme, de la chrétienté. Oui, on vous écoute. Il leur dit, oh, je vous exhorte, frères, c'est ce que je leur dis, le peuple du changement, je l'exhorte, à avoir l'œil sur ceux qui suscitent division et occasion de trébucher. Car les gens de cette sorte sont esclaves, non pas de notre Seigneur, mais de notre cause commune à la place, mais de leur propre ventre. Amen. Ok. Leur ventre. Nous sommes en plein. Amen. Vous voyez, au 1er siècle, l'apôtre Paul parlait déjà de la politique du ventre et de ce qu'elle a. Elle est la conséquence de la culture de la division. Okay. Nous avons besoin de concentrer nos votes sur un candidat bien choisi qui incarnera nos aspirations communes. Elles ne sont pas 36 millions d'aspirations. Il y a 20 candidats, 20 programmes de l'opposition, 20 discours, 20 agissements, 20 stratégies, chacun faisant dans son coin ce qu'il veut, au moment où il veut, comme il veut, sans synchronisation. Ce que vous avez appelé les maladresses de l'opposition. Le temps et les événements nous apprennent que nous avons fait comme cela 14 fois. Il y a une seule fois dans l'histoire où les gens ont accepté de se parler. Cette fois-là, ils ont réalisé les meilleurs scores de l'histoire. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Je me réjouis de l'implosion d'un parti à la limite démoniaque qui amène l'opposition à souffrir et à étaler au grand jour sa honte. Ce ne sont pas les militants et les électeurs que ce parti est allé proposer au RDPC, parce qu'il n'en a pas. Il n'a que 2 élus dans tout le Cameroun. Sur 10 632 conseillers municipaux, il n'a que 2 conseillers municipaux. Il avait présenté 5 listes sur l'ensemble du territoire national.
Donc, c'est un parti résolument faible. Ok. Mais ce qui est parti au RDPC, oui, c'est la honte. Ok, on vous a compris. Philippe Nanga, les maladresses de l'opposition, comme dit Abel Limbilobé, conduisent, ouvrent le boulevard. Trace comme ça un boulevard, président Biya, notre victoire? Oh, je pense pas. Après, il faut analyser la formation politique elle-même. Je pense qu'il y a des formations politiques qui se réduisent à la personne promotrice, et donc qui s'entourent aussi des personnes très proches, soit du point de vue tribal, soit du point de vue amical. Donc, et ça peut arriver, comme ça arrive pour le PADEC, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à se tirer là-dessus. Il y a une dizaine de personnes qui s'éparpillent, c'est pas aussi grave que ça. Okay. On ne peut pas porter ça sur une situation grave au sein de l'opposition du Cameroun. Je pense qu'il y en a qui continuent de se battre, qui font du travail. Et c'est vrai qu'on regrette, nous qui travaillons pour la démocratie, qu'on ait du mal à trouver des formations politiques suffisamment structurées. Je peux vous garantir que le fichier du MINAT indique 300 quelque chose de partis politiques. Et nous qui travaillons avec, justement, nous menons des activités au bénéfice des partis politiques, des fois nous avons des soucis pour rencontrer 10 sièges des partis politiques sur le plan national. Bien sûr. On a vraiment des soucis. Donc, ça montre la fragilité, n'est-ce pas, de ces formations politiques. Mais il y en a qui, à mon avis, font du travail, qui se battent pour se structurer. Et moi, je crois que ceux qui travaillent pour obtenir un changement dans ce pays, y compris au sein du RDPC, et nous pensons qu'un jour ou l'autre, voilà. Ok, on vous a compris. S'il te plaît, oui, donc, correction, juste une correction. Oui, rapidement, on a un programme qui va suivre. J'ai dit que le PADEC a présenté cette liste. Non, c'est 2 aux élections municipales. Une à Douala 5 et une à l'ouest. Voilà. Département. Là maintenant. Dans un instant, Julie Gagnondé et Parole de Femme. Bonsoir Julie Gay. Bonsoir Serge Alontou, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Voilà, ce soir on parle d'infidélité. Oui. Tout à fait. Nous parlons d'infidélité, un sujet qui divise très souvent beaucoup de ménages. J'aimerais d'ailleurs poser la question à vos invités, Elimbi Lobet et les autres. Messieurs, dites-nous, pourriez-vous avouer votre infidélité à votre partenaire? Devrait-on avouer à son partenaire qu'on lui a été infidèle? Vous voulez la réponse d'Abel Elimbi Lobet, particulièrement? Oui. Je n'ai pas compris, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que vous pouvez avouer votre infidélité à votre épouse? Si je peux lui avouer mon infidélité, mais Julie, tu parles comme si tu savais que je suis infidèle. Il faut d'abord lui demander si je le suis. Non, je pense que l'infidélité est un état d'esprit. C'est la fidélité au temps. C'est un état d'esprit. La Bible dit quelque chose sur l'infidélité? Oui. Okay. Elle dit d'ailleurs beaucoup de choses sur la fidélité. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle condamne très fortement l'adultère. Parce qu'elle consacre que le mariage... C'est une réponse difficile, mais en certaines circonstances, on arrive vraiment à avouer cela. Quoi qu'on a souvent vécu des cas comme ça. Donc, je veux dire que... Vous savez, Bill Clinton, est-ce que Hillary a considéré qu'il lui a été... Monica Lewinsky. Est-ce qu'elle considère qu'il lui a été infidèle? Voilà, merci, cher monsieur. Merci d'être venu, Philippe Nanga. Merci, en tout cas, de nous donner toujours l'occasion de partager ce que nous observons dans notre environnement. C'est notre travail de construire la solidarité. Quoi qu'on fasse, nous critiquons pour construire. Voilà. Merci, Tacharel. Oui, merci de m'avoir invité. Mais nous pensons que la solution à la crise anglophone viendra d'un dialogue, un dialogue inclusif qui va intégrer tous les Camerounais, qui soient francophones et anglophones, mais pas un dialogue sectoriel avec des personnes triées sur volet, dont les choix sont calqués sur la langue qui est la leur. Merci. C'est moi qui vous remercie et nous sommes résolument tournés vers notre victoire à l'élection présidentielle qui arrive. Et nous profitons pour demander pour les candidats, y compris celui du RDPC, principal organisateur, que nous sommes touchés de part et d'autre par les bouleversements sociaux et qu'il faille cette fois-ci quand même que l'élection présidentielle qui connaît une atmosphère un peu plus particulière, qu'elle se passe dans les bonnes mais que les différents candidats respectent le verdict des urnes. Deux choses peut-être. La première, c'est que je souhaite que M. Issoussé n'oublie pas que Elections Cameroun a réalisé beaucoup de progrès.
Et nous avons eu en 2013 des élections relativement apaisées qui nous ont donné l'espoir que Elections Cameroun allait continuer à progresser. Il ne faut pas qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, nous régressions avec l'émergence des conflits, des tensions, que l'élection présidentielle soit un moment de refondation de la nation. Deuxième chose que je souhaite dire, c'est au peuple du changement. Ne nous dispersons pas en conjectures. Laissons que cette élection soit une occasion de trier dans l'opposition le bon grain de livrer. Ok, merci. Madame, Monsieur, c'était Equinox Soir, rediffusion 23h GMT, minuit à Minta, non loin de Nangaï Boko. Tout de suite, Madame, Monsieur, Parole de femme avec Julingue Nyondé.